Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères. J'ai la lourde tâche de commencer cette journée, étant précisé que la soirée d'hier a été un peu longue et animée, comme vous le savez pour certains. Donc je remercie tous ceux qui sont là pour écouter cette conférence. Le sujet, en fait, de mon intervention, c'est l'impact du Règlement général sur la protection des données personnelles sur les sociétés africaines. Vous avez assisté, comme moi, au baromètre sur la maturité digitale des entreprises algériennes qui a été restitué par Mahdi Zakaria. Et du coup, vous avez, comme moi, compris que la cybersécurité n'est pas qu'une question de sécurité, comme on pourrait le penser. Et que pour que la transformation digitale, de façon générale, se fasse, il faut la confiance. Pour qu'il y ait la confiance, il faut la sécurité. Mais la sécurité ne doit pas être restreinte ou ramenée uniquement à des mesures techniques de protection. Et en réalité, dans la sécurité ou dans la cybersécurité, c'est indispensable de prendre en compte, et Mahdi Zakaria l'a rappelé, la notion de protection des données personnelles. Donc j'ai conscience que peut-être pour certains c'est une notion nouvelle et peut-être pas pour d'autres. Et le sujet c'est donc de savoir quel est l'impact de l'Europe sur l'Afrique en matière de protection des données personnelles. Il faut savoir que le RGPD ou GDPR, comme son nom l'indique, est un règlement européen qui a été adopté en 2016 et qui sera applicable à partir du 25 mai 2018. Donc en fait, ce règlement européen change énormément la protection des données personnelles en Europe. Alors jusque-là, vous allez vous dire, bon, quel est le rapport entre l'Europe et l'Afrique? Vous allez voir, j'y arrive. Mais avant de commencer, quand même, quelques définitions pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Déjà, une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? Bon, eh bien, une donnée personnelle, c'est une information qui va identifier directement ou indirectement une personne physique. Ça veut dire que, évidemment, mon nom, mon prénom sont une donnée personnelle, donc voilà, mais également tout ce qui va permettre de m'identifier indirectement. Donc une plaque d'immatriculation, un numéro d'identification nationale, ou parfois deux éléments, donc par exemple une date de naissance. Peut-être que si je la croise avec un numéro de téléphone, je dis n'importe quoi, on va réussir à me réidentifier. Donc en fait, dans la notion de données personnelles, il faut bien comprendre que ça va au-delà de l'état civil en fait. C'est évidemment, il y a aussi les données génétiques, les données biométriques. Donc tout ça, ce sont des données personnelles. Alors, peut-être aussi, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est des données personnelles de personnes physiques, mais moi, je fais du business, je fais du B2B, et donc je pense que je ne suis pas forcément concernée par cette législation. Eh bien, en réalité, si, vous êtes tous concernés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne ici qui ne traite pas des données RH si elle a des salariés, des données clients, puisque vous avez des clients ou prospects, des fournisseurs. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, ce n'est pas des personnes physiques, c'est des personnes morales. C'est vrai, mais comment vous identifiez une personne morale? La plupart du temps, par une personne physique. Donc concrètement, pour vous donner une idée, si dans vos bases de données, eh bien, vous avez African Cyber Security Summit, adresse email contact@African Cyber Security Summit, ce n'est pas une donnée personnelle. Par contre, si je mets African Cyber Security Summit et avec le nom de Mahdi Zakaria, là, c'est une donnée personnelle parce qu'en fait, j'ai identifié cela. Donc les données sont partout parce que vous avez un site internet, peut-être vous envoyez des newsletters, vous organisez des événements, peut-être si vous êtes dans la banque ou l'assurance, il y a énormément de données qui sont collectées, vous le savez, pour le scoring, pour les fraudes, les données de santé, parce que dans les données personnelles, vous avez les données personnelles classiques et ce qu'on appelle les données sensibles. Donc les données de santé sont des données sensibles et bien sûr, chez les opérateurs de communication électronique, énormément de données sont collectées pour bien sûr vous assurer un service. Donc la conséquence de tout ça, c'est quoi? Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en réalité, quand vous gérez des données, comme je viens de vous l'expliquer, soit vous êtes un responsable de traitement, c'est le langage en fait qui est utilisé en matière de protection des données personnelles, soit vous êtes un sous-traitant. Il y a encore une troisième option
qui est un sous-traitant qui en réalité a un rôle un peu plus important que prévu et qui du coup peut être un co-responsable de traitement. Un responsable de traitement, c'est qui? Vous voyez que ça peut être une personne physique ou une personne morale, une autorité publique, un service, un organisme, une association, donc n'importe qui en fait, hein, qui va déterminer les finalités et les moyens du traitement. Ça veut dire quoi en français? Les finalités, ça veut dire qu'est-ce que je collecte pour en faire quoi? Et quels moyens je mets pour gérer ce fichier? Est-ce qu'il y a une personne qui traite, c'est moi qui le fais, je donne à un sous-traitant, voilà. Et le sous-traitant, comme dans toutes les relations de sous-traitance classiques au sens juridique, c'est quelqu'un qui doit agir au nom et pour le compte du responsable de traitement. Donc, voilà un petit peu le panorama de la protection des données personnelles. Il y a 5 grands principes à avoir en tête, c'est-à-dire que peu importe, parce que je vais rentrer dans le détail de cette réglementation européenne, en faisant un petit détour par le cadre juridique en Afrique, mais avant, je voudrais vraiment que vous ayez en tête qu'en matière de protection des données personnelles, il y a des principes à respecter. Le premier, c'est la finalité, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas des données personnelles sans objectif. Donc, si aujourd'hui nos données ont été collectées, bah, c'est pour la gestion de cet événement. Maintenant, l'étape d'après, c'est que ce qu'on appelle le détournement de finalité, bah, il faut éviter d'utiliser ces données pour autre chose que ce que vous aviez annoncé, d'où l'important de l'information. Je vais y revenir. Le deuxième principe, c'est la pertinence. Si je viens ici au Sheraton et qu'on me demande mon nom, mon prénom et mon numéro de passeport, c'est normal. Par contre, si on me demande si je suis mariée, si j'ai des enfants, quelle est la marque de ma voiture, c'est trop. Donc c'est ce qu'on appelle la minimisation ou la pertinence des données. Ensuite, le troisième principe très important qui est souvent négligé, c'est la conservation. On pense que quand on collecte des données, on peut les garder à vie. Ça, ce n'est pas le cas. Il y a une durée de conservation à respecter qui dépend du fichier, qui dépend de beaucoup de choses, du domaine. Voilà. Donc, mais le principe, c'est que la durée de conservation, il doit y avoir une durée de conservation qui, en toute logique, est liée à la durée de vie du fichier. Donc, ça veut dire que si vous gardez mes données parce que vous m'avez vendu quelque chose, vous m'avez relancé une fois, bon, je n'ai pas racheté un produit ou un service, au bout d'un moment, il faudra détruire mes données. Ensuite, le quatrième principe, c'est le droit des personnes, parce qu'on est tous fichés quelque part. Ça, j'allais dire, c'est pas possible de ne pas l'être, mais ça veut dire que quand on est fiché, ça donne des droits aux personnes qui sont fichées. Et bien sûr, la sécurité, c'est le thème de cet événement, et on en a beaucoup déjà parlé. Voilà. Donc, le cadre juridique en Afrique, très rapidement, parce que l'heure tourne, il y a 54 pays en Afrique. Sur les 54 pays, eh bien, vous avez à peu près une vingtaine de pays qui ont une loi. Et puis, sur ces 20 pays, vous avez seulement 8 pays qui ont une autorité. Bon, alors ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'entre nous, avoir une loi et pas avoir d'autorité qui contrôle l'application de cette loi, déjà, ça réduit l'intérêt. Maintenant, c'est sûr que les juridictions judiciaires d'un pays où il n'y a pas d'autorité pourraient très bien l'appliquer. Mais bon, ça montre quand même une efficacité qui est moindre, parce que le principe des données personnelles, c'est qu'il doit y avoir une autorité administrative indépendante qui n'est pas un juge, qui doit être créée dans le pays pour contrôler l'application de la réglementation. Donc, vous voyez qu'en Afrique du Nord, nos voisins ont non seulement des lois, mais également des autorités. Voilà, donc de toute façon, juste je vous précise, la présentation sera disponible sur le site de l'événement début de semaine prochaine. Donc, et l'Algérie, parce qu'effectivement, le sujet, c'est la cybersécurité en Afrique, mais on est quand même en Algérie. Donc, en Algérie, bon, il n'y a pas, au moment où je vous parle, de loi sur la protection des données personnelles, mais un projet de loi qui a été adopté tout récemment, donc le 28 mars. Et puis, il y avait quand même en matière de sécurité la loi de 2004 sur l'atteinte au système de traitement automatisé, donc les accès non autorisés au système d'information, voilà. Et puis, la loi de 2009 sur la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information. Donc, ça veut dire que jusqu'ici,
comme l'Algérie en toute logique, hein, comme beaucoup de pays, avait fait le choix de gérer pour le coup la cybersécurité sous l'angle de la cybercriminalité. Mais pas encore sous l'angle de la protection des données personnelles, ce sera pour bientôt. Donc maintenant, on est dans le sujet, pourquoi est-ce que l'Afrique est concernée? C'est la question, puisque c'est un règlement européen, je vous l'ai dit. Juste, je précise qu'un règlement européen, son principe, c'est qu'il est d'application immédiate. Ça veut dire qu'aujourd'hui en Europe, vous avez 28 pays encore et bientôt 27, chaque pays avait une loi de protection des données personnelles, qui avait bien sûr des similitudes entre pays, mais aussi des différences importantes. L'autorité espagnole n'est pas l'autorité française, et l'autorité irlandaise, par exemple, je vous donne un exemple, était considérée comme étant un peu plus cool que les autres. Et donc l'Europe a fait le choix d'adopter une seule loi. Un règlement, c'est une loi. Donc ça veut dire que maintenant en Europe, il n'y a plus 27 lois, il n'y en a plus qu'une. C'est ce fameux règlement dont je vous parle, RGPD. Et donc, on pourrait se dire, très bien, ça s'applique à l'Europe, mais non. Parce que ce règlement a un champ d'application extraterritorial qui va s'appliquer non seulement aux responsables de traitement, mais également aux sous-traitants qui, en fait, traitent des données personnelles de personnes qui se trouvent sur le territoire européen. Et je n'ai pas dit de citoyens européens, j'ai dit de personnes qui se trouvent sur le territoire européen. Ça veut dire que si vous êtes hors d'Europe, donc en l'occurrence en Afrique, et que, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, qu'elle soit gratuite ou payante, là n'est pas le sujet, mais que, en gros, vous proposez un bien ou un service à des personnes qui se trouvent en Europe, vous êtes concerné par ce règlement. Et si vous êtes concerné, ça veut dire que vous avez des obligations. Bon, évidemment, quelques mots sur les risques en cas de non-conformité, comme c'est un règlement européen qui a mis beaucoup de temps à être adopté, mais a été en fait adopté pour aussi faire le contrepoids avec les États-Unis et les GAFAM. Donc les sanctions aujourd'hui financières quand on n'est pas conforme, quand on n'est pas RGPD compliant, c'est 10 ou 20 millions d'euros en fonction de la gravité de l'infraction, ou 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un groupe européen avec des filiales en Afrique, ça veut dire que si l'une de vos filiales en Afrique, dès lors qu'évidemment, vous vous rappelez de la condition, elle traite des données de personnes qui se trouvent en Europe, soit parce qu'elle a accès à une base de données qui est en Europe, soit le contraire. Son travail, c'est d'héberger des données de personnes qui se trouvent en Europe. Et bien dans ces cas-là, si cette filiale n'est pas conforme, alors qu'au niveau européen, tout le monde est conforme, eh bien quand même, c'est la société va être condamnée. Donc la conformité, elle ne doit pas, RGPD, elle ne doit pas être envisagée sous un angle entreprise par entreprise. Quand on a un groupe, la conformité, elle est au niveau du groupe. Donc ça veut dire aussi que quand on a des sous-traitants qui ne font pas partie de notre groupe, c'est important de vérifier, vous savez, c'est une responsabilité en cascade un petit peu, donc c'est important de vérifier que les sous-traitants avec lesquels vous travaillez, et c'est en ce sens-là où l'Algérie, c'est très important que cette loi soit bien appliquée, c'est parce que c'est une question de crédibilité. Ça va être une barrière à l'entrée, parce que forcément, si un donneur d'ordre européen veut sous-traiter un call center en Afrique du Nord, c'est son intérêt à lui de se dire, bon, qui est RGPD compliant dans la région? Parce que s'ils ne le sont pas, c'est moi qui vais prendre l'amende. Donc je choisis quel pays. C'est comme ça que ça va se passer. Alors du coup, puisque vous êtes impactés, enfin quand je dis vous, les sociétés africaines en général, quelles sont les grandes obligations, parce que c'est un règlement qui fait à peu près 100 articles, 173 considérants. Donc là, évidemment, vu le temps imparti, j'ai sélectionné les principales obligations. Donc la première des obligations, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui change énormément, c'est ce qu'on appelle l'accountability. Ça veut dire que c'est une inversion de la gestion de la conformité. Avant ce règlement, en fait, on fonctionnait par déclaration préalable, c'est-à-dire j'ai un fichier client, j'ai un fichier RH, bon, je remplis une déclaration préalable, je la dépose auprès de mon autorité, j'ai un récépissé, je suis tranquille. La logique est totalement inversée. Il n'y aura plus, quasiment plus, à la marge, de déclaration préalable. Plus aucune déclaration auprès de l'autorité qui, du coup, devient une autorité de contrôle. Par contre, vous devez gérer votre compliance. Donc, on va considérer qu'au lieu d'aller faire des déclarations, vous devez avoir vos propres déclarations, en fait, en interne. Donc, le premier pas pour gérer ces obligations,
c'est de désigner ce qu'on appelle un Data Protection Officer, donc DPO. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler ou pas. Et donc le Data Protection Officer, il est obligatoire dans certains cas. Bon, là, je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails. Mais en fait, dans l'entreprise, le Data Protection Officer, ça va être celui, comme on a le DSI ou le RSSI sur la sécurité, eh ben, le DPO, c'est celui qui va être un petit peu, il va avoir un rôle transversal. C'est lui qui va gérer la conformité en matière de protection des données personnelles et qui va travailler un peu avec tous les métiers et également avec la sécurité, les services de sécurité d'information. L'autre obligation, c'est respecter les droits des personnes fichées. Bon, ça, c'était déjà le cas, mais ce qui est nouveau avec le RGPD, c'est qu'il y a des nouveaux droits. Les personnes fichées, il y avait déjà le droit d'accès, le droit d'opposition, mais là, on introduit des nouveaux droits. Par exemple, je prends le droit à la portabilité des données. Ça, ça va être très utilisé en matière de communication électronique et en particulier des abonnés au téléphone mobile. Parce que le droit à la portabilité des données, ça veut dire que concrètement aujourd'hui, moi j'ai un abonnement chez un opérateur, demain je veux partir, je dis à mon opérateur préparez-moi mes données comme une petite capsule, et puis donc ça veut dire, quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut mettre en place les processus. Vous vous rappelez les résultats du baromètre où on disait qu'en réalité c'était moins un problème de sécurité en termes d'outils qu'un problème de processus. Donc là, c'est pareil. Quels sont les processus que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place pour respecter la portabilité des données? Le droit à la limitation du traitement, c'est pareil. Si j'exerce un droit d'accès auprès de mon assurance ou de ma banque et que je m'aperçois qu'elle a collecté trop de données par rapport à ce dont elle a besoin pour gérer mon compte, je peux demander à ce que ce soit limité. Alors, l'accountability, vous vous rappelez, c'est le principe du RGPD, eh ben, ça fonctionne avec la documentation de la conformité. Et là, on est en plein dans les processus, parce qu'il faut documenter, c'est à vous de prouver maintenant, parce qu'il n'y a plus de déclaration, que vous êtes conforme, que vous êtes RGPD compliant. Comment vous faites ça? Vous devez documenter votre conformité. Et le premier document de la conformité, c'est le registre des traitements. Le registre des traitements, ça veut dire que pour chaque traitement, vous devez avoir un... Bon, alors ça dépend des personnes, ça va être un fichier Excel, ça va être sous logiciel, il y a des logiciels qui sont développés là-dessus, et vous devez déterminer qui collecte les données. En fait, c'est la cartographie des données. Qui collecte les données? Où est-ce qu'elles sont hébergées? Est-ce qu'il y a des transferts de données? Est-ce qu'il y a des flux transfrontaliers? Jusqu'à quand je les garde? Pourquoi? Vous vous rappelez, c'est les finalités. Pourquoi est-ce que j'ai collecté ces données? Comment j'assure la sécurité? Donc ça, c'est la cartographie, et ça, c'est une obligation, quand vous êtes soumis au RGPD, que vous soyez en Europe ou en Afrique, vous avez compris, de tenir un registre des traitements, et quand vous êtes sous-traitant, de tenir un registre des sous-traitants. Alors évidemment, la conformité ne s'arrête pas au registre. Après, en fait, cette réflexion, elle amène toute une série, on va dire que la conséquence, elle est sur la rédaction des processus. Parce que là, on va se demander, ah bah tiens, est-ce que j'ai une politique de gestion des données personnelles? Est-ce que j'ai une politique de gestion de la confidentialité? Est-ce que j'ai une charte informatique en interne pour mes salariés? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire? C'est quoi les règles pour les réseaux sociaux? L'usage des clés USB? On va dire tous ces éléments qui peuvent en fait créer l'insécurité dans votre entreprise. Mais aussi par rapport à vos clients. Est-ce qu'il y a les notices d'information? Est-ce que quand je vais sur votre site internet, il y a un bandeau sur les cookies pour m'informer que en fait, vous collectez dès la première connexion? Est-ce que c'est que des cookies de connexion ou bien c'est des cookies qui vont permettre de tracer ensuite un peu plus? Est-ce que vous avez une procédure d'archivage ou de purge? Puisque comme vous le savez, il y a une durée de conservation des données. Est-ce que vous avez automatisé tout ça? Et surtout, est-ce que vous avez rédigé la documentation qui va permettre, si jamais il y a un souci, donc PCA, PRA, donc continuité d'activité ou reprise d'activité, voilà. Si vous êtes un sous-traitant, est-ce que vous avez un plan d'assurance sécurité en passe? Parce que souvent maintenant, quand l'Europe va vouloir travailler avec des sous-traitants, elle va demander des garanties. Parce qu'avec ce RGPD, les donneurs d'ordre ne peuvent plus se permettre, vu les sanctions, d'être avec des sous-traitants qui ne respectent pas le RGPD. Donc la sécurité informatique, je passe très vite, le RGPD ne développe pas énormément, enfin il oblige à avoir une sécurité informatique très développée, il évoque la pseudonymisation, le chiffrement des données,
mais ça a été largement évoqué dans cet événement. Le responsable de traitement aussi, ça c'est nouveau, a une obligation de notifier les failles de sécurité à l'autorité. Et donc ça veut dire que le sous-traitant, si vous êtes sous-traitant, vous avez l'obligation de notifier à votre responsable de traitement pour que lui puisse notifier à son autorité. Bon, il y a des délais, des choses particulières. Et je voudrais dire aussi que les sous-traitants, désormais, en fait, il y a toujours eu des sous-traitants. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le contrat avec le sous-traitant est obligatoire et surtout, le sous-traitant désormais a une responsabilité propre. Et ça n'existait pas avant. Quand vous avez vu, par exemple, en Europe, les affaires Darty ou Hertz, c'était des failles de sécurité qui venaient du sous-traitant. Et ce n'est pas le sous-traitant qui a été condamné, par contre, c'est Hertz ou Darty. Dorénavant, avec le RGPD, à partir du 25 mai 2018, le sous-traitant pourra être condamné. Donc, les étapes à suivre vers la conformité, vous avez compris, désigner un DPO, quand c'est possible, cartographier surtout vos traitements, prioriser les actions à mener, la feuille de route, gérer les risques et organiser les processus internes, et ça va avec la documentation de la conformité. Dernier point, par où commencer? Parce qu'évidemment, les étapes, elles sont là. Il faut commencer par un état des lieux. Peu importe l'objectif qu'on a, il faut savoir d'où vous partez. Donc, il faut faire un état des lieux de tous les, en mode interview avec les services, avec les métiers, pour terminer sur un rapport de diagnostic qui va permettre de mesurer les non-conformités, majeures ou mineures, et surtout les recommandations, c'est-à-dire que cet état des lieux va permettre d'évaluer le niveau de maturité de votre organisme, le niveau de risque actuel de votre organisme, et de vous proposer une feuille de route pour vous dire, voilà, vous, par rapport à votre activité, par rapport à votre cartographie de traitement qui est spécifique, qui ne va pas être la même que celle du voisin, eh bien, la conformité doit être gérée dans ce sens-là. Alors que vous, parce que c'est une autre activité, vous devez faire autrement. Voilà, donc pour conclure, restons calmes et allons vers la conformité RGPD. Je vous remercie de votre attention.